Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Et bienvenue. Oh, de meurtre de vin. Le podcast de deux amis, une Du passionnée de meurtre, l'autre passionnée de vin, et nous voilà. Voilà, et nous y voilà, on s'y retrouve quand même. Bah, tu vois. écoute, Comme il faut quoi, bien, on peut hein. être des deux côtés du spectre. Avec de la volonté, Avec de la volonté, on peut tout faire dans la vie. C'est ça. Bon alors, Alors moi j'ai un sujet, je rentre directement dans le Vas-y. vif du sujet, n'est-ce pas? dans le vif du vif. Dans le vif du vif, parce qu'en fait j'ai vu un truc et je me suis dit, est-ce qu'elle l'a vu? Parce que c'est exactement, tu sais, comme l'événement là qui s'est passé en Écosse ou je sais plus quoi là sur le Charlie et la chocolaterie. Ok. Un truc qui était complètement raté, que tout le monde a payé. Ah oui. Les parents amenaient leurs enfants et c'était, voilà. Ouais. C'est horrible. Catastrophe. Il y a eu exactement la même chose pour Bridgerton. Ah, génial. Donc, aux États-Unis, en fait, il y a une société d'événementiel américaine, donc Uncle and Me, qui a organisé une soirée de bal sur le thème donc Bridgerton. Donc, ils ont promis. C'est ça, Léa, maintenant. Les promesses deviennent. Voilà, pas du tout réalité. C'est ça. Vraiment, tu vois, des trucs classe, des costumes, un décor fantastique. Alors, j'ai etc. jamais vu un épisode de Non, la mais série, tu mais j'ai vois. vu des publications, enfin, Voilà, de la pub tu autour, vois donc je vois exactement ce que c'est. C'est style quand un même peu, un sacré pari, quoi. bah, ça peut être super beau, quoi. Oui, ça peut être super beau, mais c'est Surtout du que travail. les Américains n'ont pas cette histoire-là, donc du coup pour eux c'est magnifique. J'ai vu que Jennifer Lopez avait fait une soirée anniversaire sur le thème de Bridgerton, donc c'est très Ah ouais. in. Et alors fallait débourser donc entre 150 et 300 $ pour y participer. Ah ouais. C'est Quand Fire même. Festival, mais en moins, quoi. C'est ça. Donc pour participer à ce fameux bal magnifique. Et en fait, ils se sont retrouvés dans un décor bon marché. Il n'y avait que les gens qui ont participé, qui étaient venus avec des costumes un peu beaux, quoi. La nourriture était dégueulasse, c'était mal cuite. Et au milieu de la soirée, tout d'un coup, vêtue de ses bottes en cuir, une stripteaseuse. Quoi? Ah oui, ok. Alors, j'ai pas vu la série, mais Il n'y a pas de stripteaseuse dans la... Voilà, ça ne... ouais, non, ok. dans le scénario, il n'y a pas de stripteaseuse. D'accord. Mais là, c'était vraiment ça. T'avais la stripteaseuse T'as dégueulasse. pas des photos, là? Mais j'ai pas de photos, mais en fait, tu peux regarder sur Internet. Tu fais Tu marqueras... soirée ratée Bridgerton, c'est fantastique. Moi, j'ai vu des vidéos, du coup, c'est génial. Bah, Attends, je le marque... voilà, Evening Scam, je sais pas quoi, je le trouverai après, Oui, parce que c'est sinon tu pour peux plus en tard. mettre un truc. Voilà, parce que sinon, ça va durer A longtemps. Bridgerton Ball in Detroit, slammed as a fake. Voilà. Ok, cool, je vais Donc regarder voilà, ça m'a après. fait rire. Eh ben écoute, tu m'étonnes. Moi, j'ai deux sujets qui tiennent un peu de choses qu'on a déjà discutées. Donc, où en es-tu, sur le documentaire des frères Menendez? J'ai fini et je vais commencer le documentaire. Ah, ok, ben c'est très bien. Parce que là, la semaine dernière, ou je sais pas quoi, il y a quelques jours, donc quand on a parlé la dernière fois et maintenant, un juge envisage un nouveau procès. Non. Parce que, tu sais, ça c'est vrai, j'avais vu sur un autre documentaire de Menudo. Oui. Tu te souviens de Menudo, le groupe mexicain, Ouais, je crois, bah, qui était géré par... par le papa, enfin, pas un des géré, mais producteurs. bon, oui. Et Ricky Martin en faisait partie et d'autres jeunes je savais garçons. pas ça. Et Ricky Martin était un membre de Menudo à la base. Je savais pas ça. Mais c'est pas lui, en fait, qui affirme avoir aussi subi des attouchements par la part du père de Menendez. Yeah. Et donc, lors du second procès, donc, où ils ont été trouvés coupables, le juge n'a pas autorisé les preuves concernant les attouchements. Ouais. Et du coup, ça pourrait être une accusation, en fait, moins grave que homicide involontaire et peut-être la libération des deux frères. Parce que si tu passes sur un meurtre au second degré... C'est fini, là, ils sont en Ils prison, sont libérés. puis, voilà, libérés. c'est ça. Et donc, l'audience aura lieu le 29 novembre, donc restez à l'écoute. Je suis là. On va forcément en parler. Ah, clairement. Voilà. Trop Donc intéressant. ça, cette c'est histoire. l'actualité. Alors, et après, un autre truc. Bon, ça sera pour la fin, parce que là, il y a les Sopranos, la série qui était encore dedans. Et là, ils viennent de sortir un documentaire en 2 parties, enfin, 2 épisodes, Wise Guys, où ils parlent de comment la série a été construite. Comment le réalisateur, comment il a vu la construction, comment ils ont trouvé les personnages, les acteurs pour les jouer, etc. C'est vraiment fantastique à regarder à
la fin, et puis Ok. si t'es fan. Et il y a 2 passages que je trouve intéressants. Donc, une où, en fait, celle qui joue Edie, la maman, parle du trigger warnings, parce qu'elle en parle souvent. Et en fait, elle a dit, ça, on n'avait pas à cette époque cette idée-là. Et justement, on regardait parce que la surprise de l'horrible, Bah oui. c'est ça qui nous attachait oui. à la série. On voulait pas savoir ce qu'il allait être, avec qui elle est tuée, comment, etc. En fait, c'est ça. C'était le trigger, on aime être triggered. Ben oui, et puis moi je me souviens quand je regardais des trucs et au début du film ou au début de l'épisode, par exemple sur une série, au début de l'épisode, tu vois, attention, cet épisode va traiter de suicide. T'es là, ah putain, t'es spoilé déjà quand tu. Ah ouais. Il y en a un qui va se suicider, super. Comme quoi, hein, il y a une manière de voir les triggers, mais j'ai trouvé ça intéressant Ouais. comme manière de voir les choses. En plus que justement, elle disait ce que tu disais, ça ruinait un peu l'effet de la surprise. Et après, c'était assez intéressant parce que, pareil, donc toi, tu sais déjà dans ta vision que Tony Soprano, il suit une thérapeute. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant est que l'acteur lui-même est donc David Craner, je sais plus celui qui est le créateur du truc. En fait, au lieu de faire de lui une meilleure personne, il est devenu un meilleur mafieux. En fait, ça lui apprend à encore manipuler, à plus comprendre les gens, mieux à se comprendre. Ok. Et j'ai trouvé ça assez intéressant Ouais, grave. parce qu'on creuse souvent la thérapie comme la manière de se retrouver, mais des gens très manipulateurs, Oui. la thérapie, c'est pas forcément la bonne chose. Ça te donne des tips. C'est ça. Les narcissistes, en fait, bah ils oui. comprennent très bien. Hein. Ah, mais c'est ça. Voilà. Ah, c'est intéressant que je vais. Ouais. Bah, quand je peux, je regarderai ça. Voilà, quand éventuellement tu vas... Mais là, cette semaine, vu que là, demain, donc je pars en Lituanie et après j'ai des jours off à Lyon, donc là, je pourrais rattraper un petit peu. Déjà, je vais regarder le documentaire sur les Menendez, c'est obligé. Ah ouais. Voilà. Tu Obligé. me dis lequel, parce qu'il y en a plusieurs, tu m'envoies les liens comme ça. Celui et puis sur on Netflix. partage. Ah, En fait, il y en a un où c'est la première fois que eux, les frères, parlent et témoignent depuis la prison. ok, je vais regarder. Incroyable. Ok, super. Voilà. Maman, désolée. désolée. Désolée, ce sera un épisode sans découverte, Voilà. mais avec quelque chose c'est un peu notre Madeleine de Proust. C'est un peu, voilà, ce qui nous lie depuis toujours et notre valeur sûre, c'est un Ubi numéro 3. Alors, c'est pas depuis toujours, c'est depuis qu'on l'a connu, mais... mais moi, depuis que j'ai à peu près 6-7 ans. Mais le Ubi 3, c'est vrai que c'est bon. En fait, Charles doit se réveiller très tôt demain, des auditeurs et Marie, et elle a peur d'avoir mal à la Oui. tête. Donc, Ubi, c'est une valeur sûre pour ne pas avoir mal à la tête. C'est ça. Donc là, Voilà. je vais pas boire beaucoup parce que je me lève à 5h30 du matin. Désolée pour ceux dont c'est le quotidien, mais moi, ce n'est pas possible. Non. Donc voilà, un verre et 2 verres. 2 verres, ça suffira. Je veux bien que tu me serves. Ah, pardon, je Parce pensais que tu j'arrête voulais pas de lui chiner. donner le verre et il est vide, hein, mais... Les glaçons c'est- sont de ton côté. Ah, mince. Mais je pensais que tu voulais te chiner. Non, j'ai compris. Non, je veux boire. Tu vas être servi. Moi, voilà. je me réveille pas à 5h du mat. Bridgerton, Même si c'est le euh, mercredi, on peut faire grasse mat. Alors, c'est ma semaine. Oui. Je vais attendre quand même que tu serves un peu plus de glaçons parce qu'elle n'était pas au frais, Ouais. la bouteille. Excusez-nous, hein. Si, ils adorent ça. Dixit. Ils toi. adorent ça, je te jure. Boum. Merci. And here we go. Donc, comme c'est ma semaine, j'ai fait une petite histoire qui est pas très très longue, mais qui est vraiment intéressante, interpellante. Je vais vous parler de Gwen Arroyo, qui a été assassinée, qui a été tuée à 17 ans par 4 hommes après avoir découvert qu'elle était transgenre. Alors attends, Trans. c'est pas l'histoire de. Non, ça c'est pas lui, c'est pas ça son nom. Ok, vas-y, go. OK, here we go. Donc, on est en octobre 2002. Donc là, Gwen se fait tuer la première nuit où elle ose sortir en portant une jupe. Ah Tu putain. vois, c'est quand même super. marquant un peu fait. Ouais. Alors, je suis pas sûre de devoir le dire, mais je vais le dire parce que dans l'histoire que j'ai regardée, on en parle souvent de son dead name. Ah oui, c'est son ancien nom. Ouais, voilà. Donc Gwen a commencé sa vie sous le nom de Eddie. En fait, souvent dans les reportages, on se trompe du genre, et je sais que c'est encore compliqué pour les gens, mais c'est assez insultant, je trouve. Enfin bref. Ce qui s'est passé, c'est que dans le reportage, on va parler souvent des relations sexuelles que Gwen a eues avec 2 des tueurs. Encore une fois, les news, les informations, ils vont parler des accusés et pas des meurtriers. Donc, c'est plusieurs choses qui ont sauté aux yeux dès le départ du Mais documentaire. est-ce que tu as le droit légalement de dire les tueurs alors est-ce qu'ils ont été condamnés à ce moment-là?
Non, mais crois que t'as pas le droit, mais hein. peu importe, on fait ce qu'on veut quand même. Les Oui. accusés, Oui. on peut, tu vois, Allegedly. il y a une manière de dire des choses, Ah voilà. bah, de toute façon, Donc, sa mère, qui intervient souvent, mais manifestement sa fille, en fait, qui a accepté, alors que Gwen a fait sa transition à l'âge de 14 ans. Elle disait que quand Gwen était bébé, comme j'en ai entendu souvent parler, c'était elle disait, quand elle disait sensible, qu'elle parlait doucement, elle était très féminine. Et elle voulait toujours être le personnage féminin lorsqu'il jouait. Tu sais, il faisait un jeu et elle voulait être, je sais pas, je suis la Superman. princesse. Non, je veux être Lois Lane. Voilà, c'est ça. Certaines personnes, comme ça doit arriver souvent aussi, de sa famille ou de ses amis ont dit qu'il fallait amener Gwen chez le médecin, alors que la mère disait, mais pas du tout, elle va très bien. Voilà. Il a fallu quand même du temps à la famille entière, dans son ensemble, pour s'adapter, mais quand elle a commencé à se laisser pousser les cheveux un peu plus longs, à s'habiller, elle savait pas en jupe, mais de façon un peu plus féminine. Ouais. Vraiment, là, on a retrouvé quelqu'un de plus heureuse. Je pense que la dysmorphie, la body dysmorphie a commencé à s'apaiser. Voilà, à s'apaiser. Donc, son petit... Excuse-moi, on est où? On est en Californie. Je suis pas encore arrivée. Donc, elle a son petit ami du lycée qui aussi était trans, mais qui ne l'était pas lorsqu'ils étaient au lycée. On parle aussi dans le documentaire pour dire qu'elle était magnifique. C'était impossible de ne pas l'aimer. C'était une lycéenne ordinaire. On se posait pas trop de questions sur son sexe et en plus que ça avait pas forcément d'importance. Bien que elle était pas dans un lycée entre guillemets normal, standard, elle est allée dans un lycée, on dit ça en Californie, de continuation. En fait, c'est un peu un lycée alternatif, disons, parce qu'elle était pas en sécurité dans son lycée public. D'accord. Comme beaucoup d'enfants transgenres, elle avait de l'idéation suicidaire qu'elle a vachement lutté contre. Et donc, apparemment, quand elle a commencé sa transition, ça l'a beaucoup aidé à aller au-delà de ses pensées un peu néfastes. Donc, la maison où elle a été tuée est une maison entre guillemets de fête. Elle se trouve à Newark, donc c'est une ville entre San Francisco et San Jose, pas loin de là où je suis née. Dans cette maison, il y a les 3 frères Merrell qui vivent et ils ont tout le temps leurs amis qui passent, quoi. En gros, maison fêtard, quoi. Ouais. Jaron Neighbors est l'un de ces garçons. Donc, lui, interrogé par la police, a déclaré qu'il connaissait ces types-là, des frères et d'autres. Et quand des filles viennent traîner, il les amène pour qu'ils puissent s'envoyer en l'air. Voilà. Donc, c'est le type de maison. Oui, je vois. Voilà. Ils ont quel âge quand ils font ça? Mais je vais en raconter. Donc, Gwen a rencontré Michael Madgetson quelques semaines auparavant, enfin, avant son meurtre. Il avait invité chez les frères Merrell dans cette maison. Et en fait, elle s'appelait pas Gwen. Je sais pas pourquoi. Ils l'appelaient tous Lida. D'accord? Donc, souvent tu vas voir dans les entretiens des policiers, eux, ils vont parler de Lida alors qu'elle s'appelle Gwen. Je sais pas, elle leur a donné ce prénom-là. Jaron a dit qu'au début, elle flirtait et qu'on flirtait avec elle en retour et c'est tout ce qu'il y avait. Mais elle finit quand même par avoir des relations sexuelles avec Michael Madgetson et José Merrell, le frère du milieu. Ouais. Mais ces rencontres n'ont pas révélé le sexe de Gwen à la naissance. Donc, en fait, ils ont fait des trucs, mais qui montraient pas Voilà. Mais ils commencent à soupçonner, les garçons, à cause de ce fait que, peut-être qu'elle refuse de toucher, peut-être que certaines choses, je sais pas, les mettre le puce à l'oreille. Et, ça forcément va mener à sa meurtre, quoi. Donc, un soir, le soir de son meurtre, elle arrive. Et là, ils disent qu'ils décident qu'ils veulent la vérité. Donc, Jason Cazares, et dans la maison, il y a Jason Cazares, Michael Madgetson, Jaron Neighbors, Paul Merrell, sa petite amie Nicole Brown, José et Manny Merrell. Et donc, Manny, c'est le plus jeune des frères. Tout le monde a entre 19 et 22 ans. Donc, on est sur des jeunes. Donc, ils font une partie de dominos et ils commencent à l'interroger, Gwen. Donc, je sais pas si tu peux imaginer te mettre dans ce cercle ado que tu avais été. Déjà, quand tu es une fille, donc là, les trans, t'as un niveau de panique dans ce genre de situation avec des personnes que tu connais pas très bien, où tu veux faire ta place, mais tu t'y sens pas. T'es déjà pas forcément à l'aise. C'est pas à l'aise de base. Il y a une odeur à ce type de soirée. Il y a un ressenti, je pense, pour tout le monde à ces soirées qu'on avait quand on était jeune. Et quand t'as toujours les personnes qui sont un peu bullies et toi tu étais là. Tout à fait. Donc imagine Gwen, là, ça fait plusieurs semaines qu'elle passe des soirées, qu'elle flirte avec des garçons, qu'elle commence à se dire qu'elle a sa place. Et là, elle commence à lui dire d'enlever ses sous-vêtements. Donc imagine comment déjà, elle doit se ressentir. Ouais, tout à fait. Donc on lui dit d'aller dans la salle de bain et de montrer ses sous-vêtements à Nicole, la petite amie, en privé.
Donc apparemment, Gwen va se réfugier dans la salle de bain. Et pendant ce temps, ils essaient de convaincre Nicole, bon, c'est selon ses dits, d'y aller. Mais Nicole comprend pas trop parce qu'elle dit qu'en gros, elle pense que Gwen, c'est une fille et elle comprend pas ce qui se passe, quoi. Et en fait, du coup, ils disent non, c'est un homme, et qu'il l'embrassait ou elle a touché, il serait dégoûté si c'était un homme. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, genre si c'était un homme, tous ceux qui l'ont Tu te rends embrassé compte et tout. comment on pourrait se sentir, etc. Donc, Nicole, elle finit par céder. Et elle va frapper à la porte de la salle de bain où Gwen, apparemment, se cache depuis 45 minutes, mine de rien. Donc, ça commence déjà à faire long sa soirée. Donc, Nicole dit qu'elle a demandé à Gwen si elle était un homme et elle a dit qu'elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé ses yeux. Nicole lui dit qu'elle doit absolument savoir et donc elle a forcé ses jambes, elle a forcé à ouvrir ses jambes, les écarts. Elle dit qu'elle a saisi le paquet qu'elle a touché. Le paquet, Ça, c'est ses termes. Quelle horreur. Et là, Nicole va s'enfuir de la salle de bain en hurlant. Oh là là, drama queen. Donc, Gwen sort de la salle de bain et Michael va la frapper, va l'attaquer, va la mettre à terre et lui enlève ses sous-vêtements pour que tout le monde puisse voir ce qu'il y a à voir. Quelle horreur. Rosé, apparemment, pendant tout ça, est une épave émotionnelle. Genre, écrit, est-ce que ça veut dire que je suis gay? Mais is this about you? Voilà. Donc ça, la défense va dire plus tard qu'ils croient que Rosé était tombé amoureux de Gwen et c'est pour cela qu'il était si bouleversé d'avoir été, entre guillemets, encore une fois, pensé. Je pense que tu veux à ce sujet. Donc, Nicole va essayer de calmer tout le monde et demande à Gwen de partir. Gwen essaye de partir, mais elle revient immédiatement, suivie par Jason, Jaron et Michael. Elle essaye d'avoir son téléphone pour appeler sa mère, mais en fait, on n'arrête pas de lui prendre. Elle essaie de s'échapper, elle est arrêtée. En fait, tout ça va être confirmé par Manny Merrill, les frères. Elle va être attaquée, elle plaide pour sa vie, elle demande à ce que ça s'arrête. José va prendre un poêle à frire dans la cuisine et une boîte de conserve et va commencer à la frapper à la tête. Nicole, pendant tout ce temps, va partir chercher son ami Paul, que lui, apparemment, ne veut pas emmêler de tout ça, qui, au début du conflit, va se barrer, intelligent, le seul. Mais Nicole, quand elle va revenir, elle ne trouve pas Gwen, mais elle voit Michael couvert de sang. Là, Gwen, en fait, pendant ce temps, elle est sur le canapé, elle est ensanglée, elle semble ne plus respirer, mais visiblement, elle est toujours vivante. Mais là, les garçons décident qu'il faut la tuer. Donc, ils l'amènent dans le garage, ils vont trouver une corde, ils l'enroulent autour de son cou et l'étranglent jusqu'à ce qu'elle est morte. Donc, ça va durer longtemps. Ils vont la recouvrir d'une couverture où ses pieds sont visibles et attachés. Là, dans tout ce temps-là, elle souffre beaucoup parce qu'il faut longtemps pour tuer quelqu'un d'asphyxie avec une corde. Ouais. C'est pas si rapide que ça. C'est pas si évident. Donc, les 4 hommes vont conduire son corps dans les Sierras et ils vont l'enterrer et ils font un pacte entre eux de ne jamais rien dire. Mon Dieu, on est dans un teen movie, quoi. Mais c'est exactement ça. Donc, sa mère se réveille le lendemain pour aller travailler. Et elle voit que, je sais pas comment tu dis, la prise de contact, c'est là où quand tu te rentres le soir et tu enlèves tes contacts, ouais. Tu mets dans une petite, dans une petite boîte les lentilles. Dans une petite boîte les lentilles, ouais. Et ben, en fait, elles y sont pas. Ouais. Et je trouvais ça fou parce qu'elle est immédiatement bouleversée. Ok. Et en fait, forcément, en tant que mère, on est tous inquiets de nos enfants. Mais quand tu es une maman d'un enfant transgenre, tu t'inquiètes vachement plus, je pense. Peut-être que quand tu regardes les statistiques, quand tu sais que ton enfant endure tous les jours, que tu connais l'harcèlement qu'ils peuvent avoir pour toutes sortes de choses, pour utiliser des mauvaises toilettes, pour plein de petites choses, ton anxiété doit déjà atteindre des sommets autres. Du coup, elle voit juste un truc aussi basique que les lentilles de contact, ils sont pas, et elle est en mode panique. Panique, ça va pas du tout. Elle va appeler la sœur de Gwen, Pearl, et elles vont appeler direct la police, les hôpitaux, les morgues, les mortuaires, c'est ça. Ouais, les morgues, ouais. Direct. Et en fait, elle dit direct, la mère, dans son cœur et dans son âme, elle sait que sa fille n'est déjà plus là. Enfin, tu vois, donc, elle doit s'y attendre depuis longtemps. C'est ça, le niveau d'anxiété qu'elle doit subir. Mais le problème qu'il y a, c'est que je sais qu'aux États-Unis, il y a eu énormément de meurtres. Surtout quand on a commencé à parler de la cause des transgenres, on va dire. Il y a énormément de meurtres, mais les meurtres sur les personnes transgenres sont d'une violence. C'est ça. Ils se font brûler vifs. J'en parle plus tard. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est horrible. Ouais. Donc oui, tu dois te dire, enfin, c'est ta vie, je te soutiendrai, mais putain, c'est dangereux, quoi. Bon, donc, pareil,
à côté, les garçons, donc les 4 meurtriers, bon, ils ont commis un pacte, ils ont dit qu'ils vont pas en parler, sauf que forcément, il y en a un qui en parle. Voilà. Il s'agit de Jaron Neighbors, qui va raconter tout ça à un ami, qui lui va contacter la police. Donc, il lui pose un micro et Jaron sera enregistré en train de raconter tout ce qui s'est passé. Donc, quand la police va avoir toutes ces preuves-là, il va finir par avouer et va montrer où est le corps de Gwen. Jaron il va tout dire, il abandonne toutes ses potes, sa loyauté, le pacte, etc. Il va tout dire. Et du coup, Jaron, Michael, Jason Cazares et José Merrill sont tous arrêtés, accusés de meurtre et de hate crime. Crime de haine. Crime de haine, ouais. De haineux. Merde, comment on dit en français déjà? Je sais pas, hate crime. Ouais. Et ils sont tous détenus sans bail, sans caution. En fait, ils peuvent pas sortir. D'accord? Donc, l'histoire va faire la une des journaux et c'est notable parce que tu vas voir quand tu verras les photos de Gwen, elle est magnifique. Donc, forcément, c'est une super histoire pour les journaux. Évidemment. En plus, elle coche toutes les cases de trucs qui... Sans sensation. Sensation, exactement. Une grande partie de la communauté LGBTQ est indignée et proteste, normal. Pour beaucoup d'autres, donc on va le voir, il est très difficile de savoir comment se référer à Eddie ou Gwen, d'accord? Même sa mère utilise souvent le pronom il, alors qu'elle s'attaque totalement sa fille en tant que sa fille, hein. En fait, elle dit souvent qu'elle se souvient des deux. En fait, elle a eu un fils, puis elle a eu une fille, donc voilà. Souvent, ils disent ça, les parents. C'est ça. Pour le public, c'est encore plus difficile. Et peut-être parce qu'on est en 2002, ou probablement très probablement parce qu'on est en 2002. Et c'est vrai que, comme tu dis, les choses ont évolué, mais pas tant que ça et pas partout. Donc, ce qui a notamment été le cas en 2002, pendant le procès, en fait, dans la salle d'audience, pendant le procès, l'accusation et tout le monde va parler de Gwen comme étant Eddie Hill, parce que légalement, c'est Eddie. Et oui. Elle avait pas fait le changement légal de nom et de genre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, sa maman est scandalisée parce que pour elle, c'est pas Eddie qui a été tué, c'est Gwen. C'est ça. Mais légalement parlant, on va référer à Eddie. Ouais. Et en fait, le débat se résume à 2 choses. C'est assez basique. Au final, le contre, elle était trompeuse. Elle l'aura trompée parce que c'était un homme et elle a vendu qu'elle était une femme. Et le pour, en fait, elle était juste ce qu'elle était. Elle n'avait pas été tuée, quoi. Enfin, ce qui me semble... Et puis, c'est pas un mensonge, en fait. C'est à un moment donné... Enfin, bon, bref. Tout à fait. Donc, une conversation beaucoup plus large sur l'identification personnelle et les pronoms va s'engager. Et les gens vont établir des parallèles entre ce qui est arrivé à Gwen et Matthew Shepard. Oui, bah, c'est celui dont tu pensais au début. Parlé, non. Non, tout le monde, je pense que se souvient. Voilà, donc là, on était dans l'Oklahoma ou un État beaucoup plus de près de la Californie. De ouf, ouais. Donc, Matthew a été arrêté dans un bar et amené dans un sort de champ et abattu, attaché à une barrière. Et battu à mort. Voilà, donc c'est Et laissé mort là. Et laissé pour mort. Ouais. Les funérailles de Gwen sont bloquées par des connards et l'église de baptiste de Westboro à l'époque. Ils menacent de le faire. Au final, ils le font pas, mais d'autres personnes vont protester. Gloria Allred décide de représenter la famille. Parenthèse, je crois qu'elle doit être sous contrat avec Netflix et tous les documentaires. Elle est partout. Parce qu'elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. À chaque fois, Gloria Allred. Ah, mais Gloria, c'est la badass bitch de... Badass bitch. Ah ouais. Elle défend tout le monde. Elle est géniale. Voilà. Donc, les funérailles ont lieu. Le procès va avoir lieu 1 an et demi plus tard. Donc, quand ils commencent, ils vont commencer dans la défense à dire qu'ils étaient enivrés et défoncés lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels au hasard avec Gwen. Nicole Brown va témoigner, mais malheureusement, au bout d'1 an et demi, Nicole Brown, elle n'est pas très bon témoin parce qu'elle n'est pas crédible, qu'elle se souvient pas du tout correctement des choses qu'elle a dit lorsqu'elle a été interrogée par la police. Okay. Et le juge n'autorise pas les enregistrements faits par la police à être présentés pendant le procès. Du coup, Nicole, elle est pas bonne. Donc, de tous les suspects, il y a personne qui dit rien. Il y a que Jaron qui parle parce que lui, il a vendu la mèche. Lui, il accepte d'être inculpé par homicide involontaire pendant 11 ans en échange de son témoignage. Là, pendant le procès, la famille va entendre pour la première fois les détails du meurtre de Gwen, sans filtre et très explicite. Donc, c'est dur. La maman va quitter la salle d'audience. D'ailleurs, elle peut pas. L'avocat de la défense va affirmer que les hommes ont réagi avec violence parce qu'ils étaient humiliés. Ah mon Dieu, les pauvres. Le crime est le résultat d'un choc émotionnel, d'une explosion de passion qui a déclenché toute une série d'émotions, de la pensée possible, horrible, imaginable. Suis-je gay?
Non, là. l'horreur. En fait, cela les a poussés à commettre un acte horrible de gay panic defense. Oh C'est mon ça, la Dieu. défense du gay panic. Ils disent qu'il ne s'agit pas d'un meurtre au premier degré, mais d'un homicide involontaire. Ils affirment également, en raison de la tromperie de Gwen, que les rapports sexuels n'étaient pas vraiment consensuels et que ça les a provoqués et ils n'auraient jamais normalement réagi de cette manière, mais ça les a conduits à une violence anormale. Ben, alors, on pourrait mettre cette même défense pour des femmes qui se font violer et du coup qui tuent leur agresseur? Parce que je crois pas que ce soit le cas, en fait. Oui, mais c'est exactement ça. Donc, les choses, heureusement, dans cette défense non plus autorisées, je vais en parler. Mais parce que c'est tout le problème. En fait, Gwen n'a rien à dire à ce qu'elle est. Comme toi, t'as pas à dire à qui tu es quand tu couches avec quelqu'un, tu es ce que tu es. Mais le système juridique californien autorisait à cette époque-là une défense qui dit « Hey, désolé, je suis homophobe. J'ai juste paniqué. Voilà. OK, vous m'excusez ?» Mais aujourd'hui, on est d'accord que le fait d'être homophobe ou de paniquer ne se permet pas de tuer. Non. On est d'accord. Et c'est bien. Et c'est très, très bien. Voilà. N'est-ce pas? Good call. Donc, le 22 juin 2004, le jury n'arrive pas à se mettre d'accord sur un verdict au bout de 9 jours. Donc, vice de procédure. Les militants sont indignés, la famille est découragée, un nouveau procès est forcément demandé parce que tout le monde veut que justice soit faite. La semaine suivant l'annulation du procès, la première marche transgenre va avoir lieu à San Francisco. La mère de Gwen va en parler. C'est hyper personnel, c'est assez brutal hein, le speech qu'elle va faire parce que forcément, il y a une semaine avant, il y a une vice de procédure pour les 4 personnes qui ont tué sa fille. Mais c'est très beau ce qu'elle va en dire. Et d'ailleurs, la maman va devenir éducatrice pour la fondation qui s'appelle Horizon, où elle va intervenir dans plus de 70 écoles avec un message de tolérance, d'amour, d'acceptation et de différence qui est très, très, très beau et pas du tout effrayant hein, d'ailleurs. Donc, le 1er juin 2005, le début du deuxième procès. Alors là, il y a une différence significative. En fait, après le premier procès, la famille de Gwen a pu officiellement changer son nom en Gwen, ce qui n'avait jamais été fait pour une personne décédée auparavant. Donc, désormais, pendant le procès, on va référer à Gwen en utilisant le nom et le prénom qu'elle utilise, donc féminine, et ça change tout. Bah oui. Aussi, le procureur a changé de stratégie. Il a vu et il en parle et on le ressent sa peine et j'ai beaucoup aimé entendre parler de ce procureur qui voulait la justice pour Gwen. Il a dit qu'en fait, il pensait que la première jury n'était pas en mesure de décider s'il s'agissait d'un meurtre au premier ou au second degré. Donc lui, il va bien leur dire avant que ça démarre, si c'est un problème, s'il y a le moindre souci, ne pas faire perdre le jury, ne pas pendre le jury, pardon, mais d'opter pour une condamnation. Donc prenez au deuxième degré, en fait, déclarer coupable du deuxième degré. On veut les mettre en fait c'est-à-dire au sans préméditation. Oui, quand tu dis pendre le jury, c'est hang the jury, c'est genre quand il y a égalité. Vice de procédure. Voilà. Personne ne se met d'accord, parce que je crois pas qu'on dit ça en français, mais je sais plus comment on dit. Donc, du coup, en fait, en gros, il veut qu'on leur trouve coupable de quelque chose. Quelque chose, même si c'est second degré, on est là. Parce que faire une troisième procès, ça va être compliqué, il le sait. Oui. Donc, José et Michael sont déclarés coupables de meurtre au second degré. Jason Cazares, le jury est un peu dans l'impasse, donc l'avocat va réussir à négocier une accusation d'homicide involontaire pour éviter un troisième procès. José, donc Merrill, va écouter les déclarations finales de la famille de Gwen et lui, quand il va faire sa propre déclaration, il va pleurer et s'excuser à fond. D'accord. Ce qui est très différent de Michael, qui lui dit que tout est faux, que tout le monde a menti, que le procès n'a pas été équitable. C'est pas ma faute, hein. Voilà. Donc, José et lui vont avoir 15 ans à perpète. Jason va avoir 6 ans et Jaron, qui était donc le témoin principal, va avoir 11 ans. 1 an après le procès, la Californie va adopter une loi demandant au jury de ne pas prendre de décision en fonction du sexe et de l'orientation sexuelle de la victime. Et en 2004, la loi du genre, donc c'était un homme ou une femme, on s'en fiche en fait. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un à cause de ça, quoi. Et en 2014, la loi va être renforcée par l'interdiction de gay panic defense, la défense contre la panique des homosexuels, pour justifier un meurtre. Alléluia. C'était en 2014. Voilà, c'est ça. Et c'est le premier État aux États-Unis à le faire. Je sais pas si ça existe en France. Je sais pas du tout. Je sais pas. Jaron Nabors a bénéficié d'une libération anticipée de sa peine de 11 ans. Donc, il est sorti de prison déjà. Jason Cazares est sorti en 2012. José Merrill
qui a pleuré et qui s'est excusé, a été libéré sur parole en 2016, alors qu'il avait jusqu'à perpète, il aurait pu. Et sa mère, la mère de Gwen, a soutenu, a aidé à avoir sa libération. Ils ont apparemment creusé une relation très proche depuis sa sortie. Et je trouvais ça très beau aussi parce que c'était des jeunes personnes qui ont commis ces crimes. Une autre chose horrible. Donc, et par contre, Michael Madison, qui a dit que tout était faux, etc., et que c'est pas sa faute, etc., il s'est vu refuser la libération conditionnelle. Et d'après les sources que j'ai trouvées jusqu'en septembre 2024, il est toujours en prison. C'est bien ça. C'est ça. Running et hell, bien Michael. sûr, comme tu disais très justement, des personnes trans continuent à être assassinées de manière brutale, brûlées vives, comme tu dis, parmi d'autres actes atroces et nommables. Le taux de suicide reste encore incroyablement élevé. Donc, je pensais que c'était bien qu'on nous parlait enfin d'une de ces histoires. Ah, mais clairement, je trouve ça très intéressant. Voilà. Surtout que les personnes trans ont quand même amené beaucoup de droits, on va dire, et beaucoup de combats. Par exemple, la première Gay Pride a été menée par les personnes trans de New York. Oui, mais là, par exemple, c'était la première marche donc pour les trans spécifiquement. Non, mais c'est vraiment une communauté qui... Mais maintenant, c'est dur. Ouais. C'est très, 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 très dur. Et puis, t'as les trucs, il y a vraiment juste des questions de langage, en fait, de communication. Les gens ont du mal. Quand tu parles d'une personne trans, c'est vrai que la première question qui brûle les lèvres des gens, c'est opération, le sexe, les appareils génitaux, etc. Alors que bon, c'est le genre, ça... C'est ça. C'est complètement autre chose. C'est ça. Mais c'est super intéressant. Je ne connaissais pas cette histoire. Mais moi non plus. Je suis tombée dessus sur un truc de Reddit que j'aime bien et j'ai trouvé que c'était une bonne histoire à raconter. Clairement. Et voilà, on touche à ce qu'on aime faire, c'est-à-dire parler des meurtres, mais aussi parler aussi des sujets sociaux d'actualité. Très intéressant. Voilà. Merci pour cette histoire. Sur ce, on va pas vous dire ce qu'on passe du vin. Hein. Ah oui, mais on l'aime. On l'aime. N'hésitez pas, je le redis, à mettre des petits commentaires sur la plateforme que vous écoutez parce que on est en train, avec Charlotte, de travailler beaucoup en ce moment à nous améliorer, à faire beaucoup de travail sur le podcast pour faire le pas vers l'avant. On a énormément d'écoutes supplémentaires, mais il nous faut les petits avis, les petits likes, les choses comme ça. C'est des petites choses. Et parler autour de vous. C'est des petites choses, on se rend pas compte, mais c'est vrai que au niveau des algorithmes, ça nous aidera énormément. Au niveau d'Apple Podcast, de Spotify, etc. C'est vraiment des petites choses qui aident notre podcast ou n'importe quel autre podcast que vous écoutez. Je vous invite à le faire pour tous les podcasts que vous aimez bien. Partagez vos avis, même Ondelat, qui est le pionnier. Voilà. Partagez vos avis, partagez notre podcast, parlez autour de vous. On vous embrasse, on vous aime. Et à la semaine prochaine. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.